Oui, alors bonsoir mesdames et messieurs, soyez bienvenus à notre conférence publique. Willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, willkommen bei unserem Publikumsvortrag. Vielleicht einige Bemerkungen zu Beginn, quelques aspects techniques tout d'abord. Aujourd'hui, on a la conférence dans les deux langues, auf Deutsch und auf Französisch. Wenn jemand spricht, wenn ich auf Deutsch spreche, sind die Folien auf Französisch. Mes collègues, le directeur Marc Deveau et le professeur Thierry Carrel vont parler en français. Les slides seront en allemand pour qu'on puisse quand même voir et lire dans sa langue et entendre. On a supprimé la conférence publique demain. Wir haben den morgigen Publikumsvortrag in Gurmels haben wir zusammengelegt mit diesem hier, weil wir hätten sonst zu wenig Anmeldungen gehabt. Wir haben auch den Raum gewählt, dass wir sie nicht anschreien müssen, weil wenn die Distanzen zu weit sind. Noch eine Bemerkung, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, aber die Kamera filmt sie von hinten, also man sollte sie nicht erkennen, man wird uns erkennen. Wir nutzen das dann auch zu Schulungszwecken an anderen Orten. Cette conférence est filmée, mais on ne devrait pas vous voir. Si on vous voit, c'est par derrière vos dos et vos têtes de derrière, et c'est pour les questions d'éducation. Voilà, alors je commence. Moi, je suis la présidente du Conseil d'administration de l'HFR. Ich bin die Verwaltungsratspräsidentin des HFR, Anna-Maria Müller, und ich bin heute begleitet von Marc Deveau, dem Generaldirektor, Monsieur Marc Deveau, le Directeur Général, und wie bereits erwähnt, Professeur Thierry Carrel, Mitglied des Verwaltungsrates, membre du Conseil d'administration. Und bevor wir anfangen, Ihnen über die Situation vom HFR etwas zu berichten, haben wir einen kurzen Film für Sie vorbereitet. Même, tu sais quoi?
C'est terrible, mais c'est sous le contexte. On se partage un écran, alors c'est pour ça que... Vous voyez alors aussi de ma part une bonne soirée. Vous voyez ici un petit peu les thèmes que l'on aimerait aborder avec vous ce soir. Je ferai peut-être 2 remarques préliminaires. J'ai passé les dernières 35 années dans les 3 hôpitaux universitaires de Suisse allemande, essentiellement à Bâle, très longtemps à Berne et depuis 2 ans à Zurich. Ce que j'ai rencontré à l'hôpital cantonal ou l'hôpital fribourgeois, c'est une excellente qualité. Il ne faut pas oublier que pratiquement tous les collaborateurs ont été formés dans des hôpitaux universitaires et sont revenus à Fribourg pour pratiquer certaines disciplines de la médecine. Il y a beaucoup de collaboration avec les 2 hôpitaux qui nous entourent, c'est-à-dire surtout le CHUV et l'hôpital de Lille. Et on est aujourd'hui dans les bâtiments de l'université de Fribourg. Vous savez que la formation d'étudiants en master de médecine qui souhaiteraient surtout s'orienter vers la médecine de premier cours, c'est-à-dire médecine de famille, pédiatre, médecine d'urgence et les spécialités dont le canton aura besoin dans les prochaines 20 années, est aussi représentée à l'intérieur des murs de l'hôpital puisqu'on a une mission aussi de formation. Vous voyez ici en bref la stratégie de 2030. La stratégie, elle ne s'oriente pas à nos vœux personnels, mais elle doit s'orienter aux besoins de la population. Et vous connaissez tous les grands défis, la démographie qui change, les urgences qui deviennent de plus en plus dépendantes d'une technologie importante, le suivi dans les réhabilitations qui fait partie de la reconvalescence et surtout les besoins augmentés en médecine de l'âge avancé, la gériatrie, qui ne veut pas dire seulement une médecine hospitalière, mais qui nécessite des structures qui s'adaptent aux besoins des patients, au passage entre l'hôpital aigu et la réhabilitation, ou éventuellement vers des maisons de soins continus, EMS, ou éventuellement des traitements accompagnés ou qui accompagnent le patient vers son retour à la maison. Nos vœux, naturellement, c'est d'être performant dans beaucoup de domaines médicaux, d'être un hôpital qui est bien ancré dans la région, c'est-à-dire qui n'est pas une entité unique, mais qui travaille avec toutes les structures qui sont à disposition, qui travaille aussi avec certaines cliniques privées. Vous savez qu'il y a des coopérations pour certaines disciplines qui actuellement, souvent pour des raisons d'infrastructure, de place ou de techniques, disons, qui peuvent être mises en action sur le site de l'hôpital de Fribourg, qui est âgé, qui a 50 ans ou plus, certaines performances sont faites donc en collaboration avec des hôpitaux privés. Et puis on discutera aussi naturellement de la nécessité de prévoir dans les 10 à 12 prochaines années d'un hôpital plus moderne. Alors ici, je ne vais pas faire trop de théorie. Vous voyez qu'on a mis sur le diapositive la date de 2012. Et cette date de 2012, elle est extrêmement importante parce que dans toute la Suisse, elle a conduit à un changement radical de la façon dont les choses sont perçues. C'était le nouveau financement hospitalier, c'est-à-dire que les hôpitaux doivent en principe vivre de leurs propres revenus et investir en fonction de leur rendement, ce qui est relativement difficile parce que la santé n'est pas forcément une industrie rentable. Et puis deuxièmement, en 2012, on a introduit ce nouveau système de tarification qui est abstrait pour les patients, qui s'appelle le DRG, qui est un système d'identification, de classification, mais aussi finalement de facturation pour les patients. Expliquer en bref, ce que l'on veut, c'est identifier un patient en fonction des prestations qui ont été faites dans le domaine de diagnostic. Est-ce qu'on a fait des examens de laboratoire, un scanner, un ultrason, etc. Prendre l'ensemble des diagnostics du patient qui devraient témoigner de sa complexité. Et je dirais, tout ce système passe dans un tumbler qui crache un nombre qui va être un chiffre important pour la tarification du patient. Donc il y a un critère économique qui est là derrière. Pour vous expliquer ça en bref, un patient qui rentre et qui a besoin d'une prothèse de la hanche,
il devrait en principe dans toute la Suisse recevoir plus ou moins à 5 à 10% proche le même montant pour la même prestation. Et cette prestation, elle générera un montant qui est légèrement supérieur si c'est un patient de 70 ans ou 75 ans avec 15 diagnostics supplémentaires comme une insuffisance cardiaque, une bronchite chronique, un diabète, etc. Le tarif sera légèrement plus élevé qu'un patient qui est en pleine santé et qui vient pour sa prothèse de la hanche et qui quittera l'hôpital peut-être un peu plus rapidement. Le problème, c'est que ce DRG, ce chiffre, vous donne une facturation ou un revenu qui sera exactement le même si le patient reste 1 semaine ou 2 semaines à l'hôpital. Alors, on n'a pas le droit de l'expédier trop tôt à la maison, on n'a pas le droit, on a tous les droits, mais en fait, ce n'est pas prévu que le patient passe 3 semaines à l'hôpital pour une intervention simple. Par contre, si on a une complication ou parce que le patient est plus lourd, l'hôpital va être pénalisé. Donc, il y a un choix qui s'effectue. On n'aime pas trop en parler, mais certaines cliniques qui en ont la possibilité vont plutôt choisir des patients moins complexes pour en retirer le plus grand revenu avec le moins de complications possible. Chez les patients âgés, ça veut pouvoir dire que le patient pourrait sortir le vendredi, mais la famille n'est pas à disposition, et puis il reste à l'hôpital jusqu'au lundi, jusqu'au mardi, aux frais de l'hôpital. Les coûts sont produits, mais ils ne sont pas remboursés. Si le patient mange 5 jours de plus et dort à l'hôpital, ce sera un forfait qui sera le même si le patient peut sortir médicalement le vendredi, mais socialement, pour des raisons XY, ce n'est pas possible. Donc ça nous amène à dire que tous ces facteurs sont relativement importants pour ne pas provoquer des coûts et puis des pertes qui sont immesurées. Alors, ce qu'il y a, naturellement, l'hôpital est responsable de la sécurité des patients et de la qualité des prestations qui sont offertes. Et ça, c'est le credo numéro 1, indépendamment des coûts. Mais souvent, ces deux critères se font naturellement aux dépens ou au dépit aussi d'une tarification qui n'est pas optimale. Et là, il y a un paradigme, ou il y a aussi un paradoxe entre l'administration qui est naturellement responsable de tous ces facteurs, mais surtout d'avoir un hôpital qui n'est pas trop déficitaire, et puis la médecine et les soins infirmiers qui sont responsables de ne pas laisser partir le patient trop tôt, d'assurer une qualité maximale aussi après le départ du patient à la maison. Un problème que l'on a, c'est aussi toutes ces prestations, ou un nombre de plus en plus grand de ces prestations médicales deviennent certifiées. C'est-à-dire que pour pouvoir traiter des accidents cérébrovasculaires, il faut une structure qui soit mise en place 24 heures sur 24. Ça débute par la porte d'urgence, par le radiologue qui va faire le diagnostic, par le neurologue qui doit être atteignable pour confirmer le diagnostic, introduire la thérapie et être prêt à transférer un patient, par exemple, dans un centre tertiaire pour ouvrir un vaisseau avec des techniques très performantes. Pour pouvoir remplir les conditions de ce qu'on appelle stroke unit, donc une unité qui est capable de prendre en charge des patients avec un accident cérébrovasculaire aigu, il faut cette infrastructure, elle doit être certifiée, validée, il faut que le personnel soit à disposition, l'infrastructure soit à disposition, la technologie soit à disposition, sinon elle n'est pas remboursée. Ceci veut dire que l'hôpital doit se mettre constamment à la page de ces nouvelles certifications qui changent aussi en fonction de l'évolution de la médecine. Tous les 3 à 5 ans, elles sont revues et adaptées. Pour les traitements oncologiques, on vous a mis ici simplement un exemple. Pour pouvoir certifier un centre d'oncologie et recevoir la tarification finalement qui est prévue pour ce genre de prestations, il faut que tous les spécialistes soient disponibles pour traiter un patient. Pour le cancer du sein, ça ne veut pas dire seulement l'oncologue, ça veut dire le chirurgien, ça veut dire peut-être le thérapeute qui s'occupera de l'irradiation post-opératoire ou préopératoire. Et tout ça, il faut le mettre sur un chapeau. En principe, tout ça peut être fait à l'hôpital de Fribourg, mais pour certaines prestations, là où quelques spécialistes sont dans des cliniques privées, il existe aussi des coopérations de façon à pouvoir garder la prestation dans le canton de Fribourg. Alors il y a le gros problème, beaucoup de patients quittent le canton de Fribourg pour des raisons linguistiques, géographiques, etc. Je pense qu'aujourd'hui on peut dire que la qualité
qui est offerte à Fribourg est semblable, si ce n'est pas identique à la qualité de beaucoup d'autres hôpitaux, y compris des hôpitaux universitaires. Et il est aussi impensable de transmettre tous ces patients, soit sur Berne, soit sur Lausanne, parce que ces hôpitaux ont aussi leur bassin de référence et il faut essayer d'utiliser les infrastructures à disposition de la façon la plus efficace que possible, de ne pas surcharger des centres universitaires là où le délai d'attente serait trop long, simplement parce qu'on a l'idée qu'on est mieux traité dans un centre universitaire. Ces protocoles, pour revenir à ça, ces protocoles d'oncologie, ils sont définis par des sociétés scientifiques européennes. Donc un traitement du cancer du sein à Berne, à Munich, à Paris ou à Fribourg, il sera à 98% des cas extrêmement identique. Il n'y a pas de choix de préférence aujourd'hui qui peut être fait par le médecin traitant. Ces protocoles, ils sont reconnus, ils sont basés sur l'évidence médicale. Et si vous vous déplacez en dehors de ces protocoles, vous vous placez aussi dans une zone critique, là où des critiques de médecins ou de juristes, s'il y avait un problème juridique, seraient relativement aigus si vous pratiquez une médecine qui n'est pas confirmée et qui n'est pas aussi adaptée à des protocoles. Alors, il y a naturellement encore plusieurs aspects qui sont importants. Il y a tous les aspects de concentration de ce qu'on appelle la médecine hautement spécialisée. Alors, il est évident qu'en Suisse, et je ne parle pas du canton de Fribourg, mais en Suisse, on a déjà une infrastructure qui est très performante, mais qui est assez fragmentée, c'est-à-dire aussi pour les hôpitaux universitaires, pour certains d'entre eux qui sont proches les uns des autres, je pense surtout en Suisse romande, là où il y en a deux à une proximité relativement faible, il y a des problèmes de masse critique pour aussi atteindre des critères de qualité qui soient suffisants. Il y a des thérapies qui sont extrêmement chères, donc il ne vaut peut-être pas la peine de les disperser trop sur le territoire. Ceci vaut d'abord pour les hôpitaux universitaires, mais vaut aussi pour les hôpitaux cantonaux. Et cette conférence qui s'occupe de la médecine spécialisée analyse et étudie certaines sous-spécialités médicales où on est d'avis que certaines prestations doivent être offertes seulement en milieu universitaire. Mais ceci peut aussi pénaliser un hôpital comme l'hôpital cantonal de Fribourg, il n'est pas le seul, Lucerne, le canton d'Argovie, qui ont des hôpitaux cantonaux d'une certaine taille. C'est aussi important pour la formation, naturellement, d'avoir la masse critique des cas. Et pour autant que cette masse critique soit atteinte, on espère et on pense aussi que la qualité sera respectée. Donc il faut aussi se mouvoir dans un domaine qui est toujours un peu dans le dynamisme et qui change, pas d'année en année, mais peut-être de 3 à 5 ans, qui peut changer en fonction de nouveaux traitements, de nouvelles thérapies ou de nouvelles technologies. On a certainement un trend, c'est de désengorger l'hôpital de toutes les prestations ambulatoires. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est aussi un vœu de la politique, d'économiser pas seulement de l'argent, mais aussi le personnel hospitalier en diminuant des hospitalisations qui ne sont pas nécessaires du point de vue médical. Il y a toute une série de petites interventions qui peuvent être faites ambulatoirement, c'est-à-dire que le patient rentre le matin à l'hôpital et si tout se passe bien, il peut quitter l'hôpital le soir. C'est économique, ça accélère aussi le processus de reconvalescence, mais ceci ne fait qu'un sens et n'est praticable seulement si les structures sont adaptées. C'est la raison pour laquelle l'hôpital se pose la question de planifier aussi le futur, parce qu'aujourd'hui, tous ces patients rentrent par la même porte et s'empêchent pratiquement les uns les autres. Il faudrait pouvoir désengorger sur un site comme Fribourg. On le fait partiellement à Ria avec la réouverture des blocs opératoires ambulants. Ne pas faire venir tout le monde sur le site de Fribourg pour engorger le bloc opératoire qui s'occupe surtout de grosses chirurgies et de sortir ce flux de patients qui sont des passants finalement de courte durée pour ne pas alourdir finalement le journalier. Et puis un autre domaine qui nous préoccupe, c'est toute la digitalisation. Vous savez aussi par les médias, le dossier électronique du patient, le fait de pouvoir communiquer ce qu'on appelle en télémédecine, c'est-à-dire un cliché est fait à Tavel ou à Mérier, mais le radiologue qui est spécialisé étant sur le site de Fribourg peut le voir en instantané et donner son avis au médecin traitant qui est à la porte d'urgence ou dans la permanence de Mérier. Ne pas déplacer les patients, ne pas déplacer les médecins pour donner des avis,
mais cette digitalisation, elle est extrêmement onéreuse. L'hôpital de Lille a acheté un système actuellement pour digitaliser tous les dossiers médicaux, les clichés, les valeurs de laboratoire. Ça se chiffre entre 100 à 200 millions pour un hôpital universitaire. Vous imaginez, ce n'est pas un bâtiment, c'est seulement des computers, du software et de la télécommunication qui fonctionne entre le réseau dont l'hôpital de Lille est en charge. C'est moins cher pour l'hôpital de Fribourg, mais c'est des sommes considérables. Et puis, il faut rester attractif aussi, de façon à ce qu'il n'y ait pas des flux d'infirmiers et de médecins qui quittent le canton et finalement qui, en fait, appauvrissent le canton en structure médicale, du point de vue personnel, infirmier et médical. Donc, il faut avoir aussi des infrastructures qui restent adaptées aux besoins, qui restent attractives, de façon à ce que, quand même, une grande partie de la médecine, pas toute, mais une grande partie, puisse être prodiguée à proximité, finalement, du patient. Ceci est d'autant plus important en gériatrie, là où plus le patient devient âgé, plus il est probablement important de le laisser dans son milieu pour des questions de visite, d'orientation, etc. et ne pas finalement le dépayser avec des transferts relativement importants. Et puis finalement, les intérêts, vous les voyez ici. Les intérêts du canton sont naturellement évidents puisque pour les prestations stationnaires, le canton prend en charge les 55% des coûts et les caisses de maladie seulement 45%. Donc c'est aussi important, je dis du point de vue économique pour le canton, que toutes les prestations qui pourraient être offertes à qualité égale et à prix égal soient offertes dans le canton de Fribourg puisque ça génère un revenu qui permet aussi de garder des places de travail, de garder une infrastructure qui est ici à disposition finalement de toute la population. Il est évident que pour des prestations très spécialisées, le canton paye déjà aujourd'hui des gros montants sur les hôpitaux universitaires, mais à mon avis, ces montants sont un peu trop élevés pour ce qui pourrait être réalisé et réalisable dans le canton de Fribourg. Pour l'ambulatoire, c'est autre chose, tout est à la charge des caisses maladie. Il n'y a pas encore de révision acceptée au niveau politique pour avoir la même organisation, 55-45, et puis les coûts sont nettement plus faibles pour les prestations ambulatoires et ça ne charge pas, si on veut bien, le budget cantonal. Et puis vous voyez ici, il y a une toute petite partie qui est à la charge de l'État, ce sont ce qu'on appelle des montants pour des prestations qui sont presque obligatoires, si on veut bien, qui se situe au niveau de la formation continue, des urgences naturellement, puisque le canton est responsable qu'un service d'urgence qui part de l'ambulance au service d'urgence, au personnel sanitaire qui s'occupe, les brancardiers, les ambulanciers, et ça c'est dans la responsabilité du canton, comme par exemple le canton de Fribourg aussi est un petit peu pénalisé avec le bilinguisme, parce qu'il faut mettre à disposition aussi des cours de langue pour le personnel, aussi bien à Fribourg en allemand qu'à Tavel ou à Mérier en français, de façon à ce que les patients ne partent pas forcément que pour des raisons linguistiques. Et ça, on le sait, c'est un problème politique qui existe aussi dans d'autres cantons, canton du Valais, qui ont un bilinguisme, c'est toujours très sensible, surtout dans un cas de maladie, les patients aimeraient s'exprimer dans leur langue, et ça, c'est tout à fait justifiable et acceptable. Voilà, je crois que je suis au bout de ma petite présentation, comme je vous dis, remarques préliminaires pour un peu vous expliquer où la médecine se développe, où, dans quel mouvement elle se trouve et dans quelle direction elle va s'orienter ces prochaines années. Je donne la parole à moi. Voilà, Madame Müller. Ja, vielen Dank. Professor Karel hat Ihnen hoffentlich schön das Situationsbild aufgezeigt, in dem sich das HFR befindet. Und es ist natürlich nicht nur das HFR, es sind alle Spitäler in der ganzen Schweiz in der genau gleichen Situation. Manchen geht es etwas besser, anderen geht es noch etwas schlechter, aber grundsätzlich ist das jetzt nicht etwas, was den Kanton Freiburg oder das Freiburger Spital speziell betrifft. Aber wie die einzelnen Spitäler oder auch Kantone auf diese Situation reagieren, ist sehr unterschiedlich. In vielen Kantonen werden einfach die Regionalspitäler geschlossen oder in Alters- und Pflegezentren umgewandelt. Der Kanton Bern hat beispielsweise in den letzten 20 Jahren über 15 Spitalstandorte geschlossen und es ist abzusehen, dass das auch noch weiter so funktionieren wird.
Im Kanton Freiburg haben wir, also das Freiburger Spital, aber natürlich mit Zustimmung der Politik, also des Staatsrates und auch des Großen Rates, vor 2,5 Jahren, also gerade noch knapp vor Beginn der Pandemie, eine Strategie für das Jahr 2030 formuliert. Es ist eher eine Vision, also nicht die klassische Strategie, wie man sie sonst kennt aus den Unternehmensberatungsbroschüren, sondern es ist ein Zielbild, wie sehen wir uns in 10 Jahren. In 10 Jahren möchten wir nach wie vor in allen Regionen vorhanden sein. Also das Freiburger Spital wird sich nicht einfach nur auf einen Standort hier in Freiburg konzentrieren, sondern es wird weiterhin in allen Regionen vor Ort sein und Leistungen anbieten. Wir müssen unsere finanzielle Unabhängigkeit verbessern. Wir müssen unsere Kosten selber tragen können, auch mit den Tarifen und mit dem Einkommen, das wir erzielen durch unsere Aktivität. Wir müssen auch weiterhin die ambulante Versorgung verstärken. Herr Professor Karel hat erklärt, wie die Entwicklung vor sich geht. Da müssen wir mitziehen, wir können hier nicht stehen bleiben. Weiterhin müssen wir unser Partnernetzwerk ausbauen, sehr viele Leistungen, die Population, die Bevölkerung braucht, sind nicht Leistungen, die einfach nur einen Spitalaufenthalt betreffen und dann nichts mehr. Also klassische Fall, eine junge Person erleidet einen Beinbruch oder muss den Blinddarm operieren und das war's dann und geht wieder nach Hause und alles ist gut. Unsere Hauptkunden, ich sage es jetzt mal so, sind betagt, sind ältere Menschen und haben mehrere Probleme. Und der Spitalaufenthalt ist nur eine Episode in ihrer ganzen Krankheitsbiografie. Und wir müssen mit all den anderen Gesundheitsorganisationen, die diese Menschen auch behandeln, vielleicht parallel behandeln oder im Vorfeld, im Anschluss, gut zusammenarbeiten, damit auch wirklich die Versorgung aus einem Guss geschehen kann. Und je älter die Bevölkerung, je fragiler die Bevölkerung wird und je komplexer die Gesundheitssituationen werden, aber auch je spezialisierter die einzelnen Gesundheitsdienstleister werden, umso wichtiger ist diese Zusammenarbeit. Wir müssen auch weiterhin die Anforderungen an Qualität und Patientensicherheit einhalten. Auch hier, das haben Sie gehört, das nimmt ständig zu, da müssen wir Schritt halten können und letztendlich, da wir ja jetzt auch ein Medizinalstandort sind, mit dem Master für Medizin, unsere Ausbildung, Weiterbildung und die Forschung vertiefen. Wir haben auch die Hochschule für Pflegewissenschaften da, mit der arbeiten wir auch verzahnt zusammen. Das sind die großen Stoßrichtungen für unsere Strategie, also wo wir hinwollen, wo wir sein wollen in 10 Jahren. Jetzt fragt man sich des Öfteren, ja, warum kann man nicht überall einfach ein Akutspital hinstellen und dann sind alle glücklich? Nun, Akutspitäler, ich habe das vorhin versucht zu erwähnen, sind nicht die Antwort auf alle Gesundheitsprobleme, sondern sind eigentlich sehr selten die richtige Antwort. Es ist hier etwas schematisch, dieses sogenannte Carry the White, also das Quadrat von Herrn White. Der hat eine Statistik gemacht oder eine Übersicht gemacht und hat gesagt, wenn 1000 Menschen ein gesundheitliches Problem verspüren, dann gehen etwa 3/4 von denen, für die wird das wirklich ein Problem. Und 1/4 sucht dann einen Arzt auf. Von diesen Viertel, also das sind immerhin 250 Personen, sind die meisten geheilt oder besuchen diesen Arzt erneut auf. Einige werden dann in ein Spital weiter verwiesen, also das ist dann eigentlich nur noch 1% oder unter 1%. Es gibt solche, die zu Spezialisten müssen und eine einzige Person von diesen 1000 muss dann in einem Unispital behandelt werden. Also je höher meine Infrastruktur, also je technischer und je spezialisierter ein Spital ist oder eine Spitalinfrastruktur ist, umso weniger Leute behandelt sie dann nachher eigentlich nach diesem Schema.
Das heißt, wir müssen eigentlich schauen, wenn wir die gesamte freiburgische Bevölkerung versorgen wollen, müssen wir eigentlich auf alle diese 1000 Menschen schauen und schauen, wo ist hier unsere Rolle. Und unsere Strategie geht dahin, dass wir sagen, wir möchten an den Standorten, die wir betreiben, das sind 4 Standorte, also Freiburg, respektive Villars-sur-Glâne, dann in Meriemurten, in Tafels und in Ria-Bühl, möchten wir folgende Angebote anbieten. Freiburg, das wird unser Hauptakutstandort sein mit spezialisierter Medizin, mit wirklich einer Medizin, die ein kantonales Einzugsgebiet hat. Und an den anderen 3 Standorten, da werden wir eine Mischung anbieten. Ein Teil des Angebotes wird weiterhin stationär sein, das heißt Betten. An allen 3 Standorten haben wir bereits Rehabilitationsbetten, die werden wir auch weiterhin betreiben. Und es wird ein Teil Akutbetten geben für Menschen, die nicht zwingend eine hochtechnische Versorgung brauchen, aber die einfach in Spitalbehandlung sein müssen, weil sie ja zu Hause nicht gepflegt werden können oder weil die Situation vielleicht doch nicht ganz klar ist, was es besser ist, wenn sie überwacht werden können 24 Stunden. Das ist der stationäre Teil, das ist so der Bogen, den Sie über diese einzelnen Standorte sehen. Und dann im Kreis, das ist dann eigentlich das Gesundheitszentrum, das an diesen Standorten aufgebaut wird. Es besteht aus 2 Teilen, nämlich dem Gesundheitsbereich, also Gesundheitszentrum ist immer nur ambulant, also das hat dann keine Betten mehr. Da gibt es dann aber Sprechstunden, es gibt Spezialtherapien, auch allgemeine Therapien, es hat auch die Permanence, also die Notfallpraxis, ich sage es jetzt mal so, wo man ohne Anmeldung hineingehen kann und sich beraten kann oder behandeln lassen kann. Und dann sollen an diesen Gesundheitszentren auch soziale Angebote angesiedelt werden können, beispielsweise Sozialdienst, beispielsweise Familienberatung oder auch Ligen, also die Krebsligen, die Lungenliga, Prosenektute, also Beratungsstellen, die Menschen, die in diesem Gesundheitszentrum dann ein- und ausgehen, auch mitnehmen können. Also das heißt, dass man an einen Ort geht, um möglichst viele gesundheitliche Probleme adressieren zu können oder auch eben soziale Probleme, die damit in Verbindung stehen. Das ist das Zielbild. Wir arbeiten bereits relativ stark darauf hin. Verschiedene Sachen sind da schon realisiert. Vielleicht noch eine Frage zu, wie sieht denn das eigentlich aus mit den Notfällen? Wir haben relativ viele Notfälle im Kanton Freiburg, also Menschen, die quasi hineinkommen oder gebracht werden. Und Sie sehen an unseren Standorten über die verschiedenen Jahre hat das abgenommen. Gut, man muss auch dazu sagen, 2020 und 2021 sind jetzt nicht Jahre, die sehr typisch sind, weil da war die Corona-Pandemie noch. Aber Sie sehen, wann die Menschen kommen. Fast alle Leute kommen zu, ich sage jetzt mal, Tageszeiten. Gut, 7 Uhr in der Früh bis 10 Uhr am Abend. Das ist schon eine etwas erweiterte Zeit. Und nur ganz wenig Leute kommen in der Nacht. Auch in Freiburg sind es nicht überwiegend viele, aber in Freiburg ist halt einfach auch die Möglichkeit, da jemanden um 2 Uhr in der Früh not zu operieren. Oder um 3 Uhr in der Früh wirklich noch eine vollkommene Behandlung angedeihen zu lassen. Hingegen in den anderen Standorten, da muss man dann entweder verlegen oder es wird niederschwellig behandelt. Voilà, donc ce qui a été expliqué déjà sur le système de santé qui vient depuis 2012, avec cette pression, on va dire, de certification, de concentration, de volume, pour simplement être reconnu et pouvoir recevoir les factures correctement, a provoqué beaucoup de changements. Ces changements ont été expliqués, il y a eu des fermetures d'hôpitaux, 15 à 7, donc ça dépend des cantons, et nous on essaye de transformer tout ça pour garder une certaine qualité.
Et puis l'idée, ça va commencer déjà par les urgences. Donc les urgences, pour avoir des urgences 24 heures sur 24, il ne suffit pas de mettre simplement urgence ou Notfallstation. Il faut avoir aussi les spécialistes, l'infrastructure et tous les éléments nécessaires pour que la personne qui vient puisse être prise en charge vraiment de manière très correcte. D'ailleurs, même en Suisse, ça a été expliqué aussi, si vous faites un accident vasculaire cérébral, et puis que c'est très sérieux, on voit, il y a un saignement, vous êtes envoyé dans des stroke centers qui sont en principe les hôpitaux universitaires, et ensuite ça vient dans les stroke units, comme chez nous, où c'est certifié aussi, et là, la prise en charge, la rapidité de la prise en charge, et puis le fait que les gens sont spécialisés dans cette prise en charge fera que vous allez mieux récupérer plus vite et que vous allez pouvoir avoir des résultats beaucoup plus importants que si le temps se prend long ou se fait de manière disséminée un peu partout. Donc c'est un petit peu ce qui nous attend dans nos stratégies, c'est-à-dire aussi d'avoir des spécialistes et des infrastructures modernes. Il faut juste aussi comprendre, et je crois que ça a été assez dit dans les journaux ces derniers temps, il y a eu aussi une votation populaire, on va manquer d'infirmières, on va manquer de médecins, et donc il faut bien aussi qu'on se concentre aussi, il y a plusieurs effets ou causes ou causalités qui font que c'est peut-être la numéro 1, j'ose dire ça comme ça, c'est ce manque de personnel qui nous oblige aussi à se concentrer sur les différents éléments. Une des choses qu'on expliquera aussi plus tard, c'est ces centres de santé, j'y viendrai tout à l'heure, mais c'est la collaboration aussi entre les partenaires de santé, pas seulement l'hôpital. Finalement, l'hôpital n'est qu'un passage dans la vie. On vous a montré tout à l'heure qu'une personne sur 1000 qui a des problèmes de santé, finalement, il y en a un qui va dans un centre universitaire. Donc en fait, ce qui est important, c'est la collaboration aussi avec les médecins de famille, qui manquent aussi, avec les soins à domicile, avec tous ces éléments-là. Et puis, justement, ces fameux centres de santé, au départ, c'était un concept, mais ce n'est pas que des prestations ambulatoires. On vous a aussi dit que de plus en plus, on peut faire des choses de manière ambulatoire. Alors, on le fait parce que la technologie, le professeur Carrel l'a expliqué, le permet, mais aussi parce qu'il y a aussi une pression financière, puisque ça coûte moins cher de faire les choses en ambulatoire. D'ailleurs, il y a une liste à Berne où c'est obligatoire de le faire en ambulatoire. Les hôpitaux ne peuvent pas prendre ces patients en hospitalisé, sauf exception ou sauf si bien sûr la personne a d'autres soucis. Donc en fait, ce développement d'ambulatoire et puis de travailler sur une meilleure collaboration avec tous les autres partenaires, d'avoir une vision globale et pas seulement aiguë mais aussi sociale, a expliqué aussi à la présidente Madame Muller, tout ça on essaye de le faire et on va le faire dans les centres de santé. C'est pour ça que vous avez ici différents partenaires, il peut y avoir aussi d'autres, comme ProSenectute ou d'autres, parce qu'on va vers quand même vers une vision aussi où la population vieillissante, mais aussi des gens, c'est un peu notre mode de fonctionnement en tout cas, on n'a plus des familles de 8 à 10 personnes, on a des familles plutôt d'une, 2, 3 personnes, et donc il faudra aussi que ces gens-là puissent avoir une prise en charge globale. Alors, cette vision 2030, on l'a annoncée en pleine phase Covid, et puis on a dû déjà, pour des raisons aussi de personnel, mais aussi de certification, je rappelle juste qu'à Bilance, la réadaptation pulmonaire n'était pas certifiée. On ne pouvait pas le certifier, il n'y avait pas assez de volume et on n'avait pas de spécialistes sur place. Parce qu'entre-temps, comme l'a expliqué le professeur Carrel, les normes changent. Donc si vous n'avez pas un pneumologue sur place, par exemple, vous n'êtes pas reconnu. Puis de trouver un pneumologue qui est d'accord de venir tous les jours pour 6 lits, il faut être costaud. Ou alors il faut le payer tellement cher que c'est plus décent. Donc en gros, on a dû faire des regroupements de réadaptation. Et ce regroupement de réadaptation, on l'a fait, comme c'est écrit un peu, on l'a déjà expliqué, à Mérier. Donc on a dû regrouper la réadaptation musculo-squelettique, après une opération, par exemple d'orthopédie, etc. Pourquoi à Mérier? Parce qu'il y a un bassin thérapeutique, puis donc c'est tout à fait adéquat de mettre le musculo-squelettique à Mérier. Et puis la neurologie, alors elle était déjà en place, elle était déjà certifiée, on avait tous les spécialistes sur place, donc Mérier c'était idéal, en plus le bâtiment il est tout neuf, il est tout beau, c'est vraiment idéal d'avoir cette réadaptation-là. Il y a toujours des lits de médecine aussi dans les sites, ça je ne vais pas en parler à chaque fois, parce qu'il y a aussi un côté, des fois au lieu de transférer quelqu'un sur Fribourg pour des choses peut-être simples, c'est toujours bien de les laisser dans la région où la personne est, où des fois il y a des problèmes entre la réadaptation et l'aigu, et c'est pour ça qu'on a gardé certains lits de médecine, et aussi parce qu'on ne peut pas tout mettre à Fribourg.
À Tafers, alors, c'est un peu plus, c'est différent. On va développer la gériatrie et la réadaptation gériatrique. On le fait d'ailleurs sur 2 sites. On le fait à Ria et à Tavel. Comme ça, à Tavel, on a aussi l'avantage d'avoir des prestations en langue allemande pour la gériatrie et la réadaptation gériatrique, et à Ria en langue française. Si je prends RIA, il y a encore la réadaptation cardiovasculaire et la réadaptation pulmonaire qu'on va essayer maintenant de certifier. On a pu augmenter un peu le nombre de lits et on a surtout à RIA, et on a aussi fait des collaborations avec le privé, des pneumologues de bulles, pour avoir les spécialistes et puis pouvoir certifier la réadaptation pulmonaire. Alors Bilance, c'est sûr, c'était un site de 49 lits et je peux vous dire que de certifier des spécialités avec 49 lits, à moyen terme, c'était plus possible. Donc c'est aussi pour ça qu'on a, en guillemets, quitté Bilance pour la réadaptation, mais on va rester à Bilance pour l'organisation des centres de santé. Donc on va pouvoir développer des prestations ambulatoires sur Bilance. En fait, les 3 préfets du Sud se sont dit pourquoi pas s'associer, parce qu'il y a aussi des problématiques, il manque des physiothérapeutes là, il manque certains spécialistes là ou là. Mettons-nous ensemble pour faire quelque chose de cohérent entre Châtel-Saint-Denis, Ria et Bilance. Et donc, on a défini qu'il y aurait un centre de santé du Sud fribourgeois avec eux en collaboration, et on aura des prestations en fonction des gens qu'on trouve et en fonction des moyens. Mais l'idée, c'est que si vous venez à la permanence de RIA ou même aux urgences à Fribourg pour un problème et puis que vous avez besoin d'un physiothérapeute, si vous venez de la Glane, eh bien, on vous proposera plutôt d'aller chez un physiothérapeute à Bilance ou en tout cas dans votre région. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on ne veut pas que tout soit centralisé à Fribourg. Au contraire, on veut que les gens restent dans les régions et puis qu'ils aient une prise en charge intégrée ou globale avec tous les aspects sociaux ou connexes et intégrés qui sont associés. Bien sûr, Fribourg, c'est devenu le site aigu par la force des choses. Alors, on a un problème avec ce site, c'est qu'il n'a pas été aussi construit pour, différencier déjà l'ambulatoire de l'hospitalisé. Et puis, il n'a pas été aussi conçu comme les nouveaux hôpitaux modernes, à savoir, on compte un peu le nombre de pas des collaborateurs pour que ça soit le plus efficace possible, et on ne compte pas non plus le nombre de pas pour les patients qui doivent aujourd'hui, si vous êtes venu chez nous, une fois on vous envoie là, c'est des fois un peu compliqué pour vous. Et donc, quand on crée un nouvel hôpital, on le réfléchit de manière intelligente, et aussi on utilise les machines, tous les scanners et tous les éléments, de manière à avoir des synergies entre les différents services, de plus avoir des choses séparées. Donc, pour des raisons aussi d'économique et d'efficience. Donc ça, cet hôpital actuel, on peut imaginer aussi que c'est une vieille voiture qui fait du 20 litres au 100. Avec le prix de l'essence, je peux vous laisser vous imaginer les coûts. Donc c'est un hôpital qui nous coûte aussi très cher à l'exploitation, qui était fait dans les années 70. Et on a l'idée aujourd'hui, qui a été conçu dans les années 60 et été mis en service en 1971, je crois. Et c'est pour ça qu'on aimerait construire un nouvel hôpital dans cette zone que vous voyez ici, c'est-à-dire plutôt proche de la sortie d'autoroute sud du canton, complètement nouveau, plus adapté, avec une sortie directe depuis la sortie d'autoroute sud, et bien sûr des accès réguliers, comme à maintenant, toutes les 5-10 minutes de bus. Voilà. Donc en fait, on aimerait avoir un hôpital aussi qui soit plus adapté au futur. On le construit différemment, que tous les 10-15 ans, s'il faut changer, si la technologie médicale change, ça ne nous coûte pas aussi cher que ça nous coûte maintenant. En plus, il y a l'amiante, je ne vous explique pas ce que ça coûte. Donc, il faut construire ce nouvel hôpital qui nous coûte moins cher à l'exploitation. Ça, c'est aussi très important. Puis soit avec l'énergie, les problèmes d'énergie qu'on connaît, c'est plus important. On a quand même fait peut-être 2 choses qui n'apparaissent, enfin une chose qui apparaît là, on a fait une analyse, ça s'appelle Stratus, c'est une étude connue, enfin pour ceux qui sont dans le métier, moi je ne connaissais pas, c'est un peu l'état de santé du bâtiment. Donc l'état de santé du bâtiment, aujourd'hui il va plus ou moins bien parce qu'on a fait des investissements pour le maintenir le plus possible, mais déjà il y a 5 à 10 ans, même le canton ou l'ancien conseil d'administration
parlait déjà d'un nouvel hôpital, donc ça dit ça sert à rien de dépenser trop si on veut faire un nouvel hôpital. Et donc on n'a pas fait certains investissements, du coup le bâtiment, en 2030, il sera encore plus coûteux et si on veut rattraper le retard, ça va coûter très cher. Et si on attend encore, en 2035, ça va être très coûteux si tout d'un coup ce nouvel hôpital il sort pas de terre, si je peux dire ça comme ça. C'est pour ça qu'on essaye d'aller le plus vite possible. On a un plan. Et puis, alors 2030, ça devient presque impossible aujourd'hui, mais on est dans les faits, on arrive encore à être en 31-32, ça sera encore possible. Par contre, bien sûr, il faut avancer rapidement. Bien sûr, il y a une route qui est prévue, mais qui est déjà acceptée à Berne. Donc ça, c'est pas trop le problème. Mais il faut faire toutes ces analyses, cahiers des charges, etc. Et puis surtout, ce qui nous bloque un petit peu, mais on peut quand même travailler en parallèle, c'est de faire le nouveau plan d'aménagement du territoire de cette zone, je ne sais pas si vous connaissez Chambly ou Bertigny, donc c'est-à-dire sortie nord, sortie sud, avec l'idée, c'était au départ de mettre, c'est toujours l'idée, de couvrir l'hôpital, mais là on a pu profiter de ce projet, couvrir l'autoroute, pardon, et on a pu profiter de ce projet, et l'État nous a dit, mais là ce serait une solution, une zone idéale. Est-ce que c'est une zone idéale ? On a fait une analyse de tout le canton. Donc, on a pris une boîte privée spécialiste dans le domaine, dans le canton de Vaud, qui a analysé tous les endroits où il y avait 15 hectares disponibles, avec bien sûr des routes, quand même, c'est pas mal, et puis avec certains critères. Et alors, on peut toujours discuter, mais visiblement, l'étude montre que c'est le meilleur endroit, ou en tout cas pour ceux qui ne sont pas contents, on va dire le moins mauvais endroit pour construire ce nouvel hôpital. Voilà, donc en résumé, pour nous la stratégie elle est indispensable parce qu'elle répond vraiment à un besoin de la population. On ne quitte pas les régions, on développe dans les régions toute cette notion ambulatoire. On a groupé la réadaptation dans les sites qui existent encore. Tant qu'on peut, on restera avec cette réadaptation parce que c'est aussi bien, il y a des bonnes infrastructures pour ça. Et puis on va aller étape par étape avec des plans à 4 ans. On va bientôt sortir le nouveau plan à 4 ans. On vous a montré déjà ce qu'on a fait aujourd'hui. En principe, maintenant, on a fait tous ces déménagements. Maintenant, c'est de construire, c'est d'améliorer les processus, le travail. Vous avez peut-être entendu dans la presse, KPMG, des experts qui nous disent, bon, maintenant, on va travailler sur l'efficience de votre travail. Très, très bien, c'est ce qu'on va faire. Et puis d'autres développements, la digitalisation aussi, on en a parlé. Par contre, on a quelques problèmes d'argent et ça, je vais passer la parole à Madame Müller. Ja, vielen Dank. Also, wie gesagt, kommen wir zum Finanzproblem. Hier auf dieser Grafik sehen Sie, wie sich der Preis für einen Spitalaufenthalt entwickelt hat. Also was das HFR bekommt für die Behandlung eines durchschnittlichen Patienten, einer Patientin über die Jahre hinweg. Und das ist so wie gesagt, ein Durchschnittspreis. Natürlich gibt es solche, für die bekommt man mehr, für andere bekommt man weniger. Aber Sie sehen da, als das System umgestellt hat, eben auf diese Fallpauschalen oder den Aufenthalt, der bezahlt wird und nicht der einzelne Tag, den man im Spital verbringt, waren am Anfang über 10.000 Franken haben wir bekommen. Jetzt sind es noch 9.700. Mit der gleichen Behandlung, mit den gleichen Krankheitsbildern, aber mit gestiegenen Kosten. Das sehen Sie hier auf der nächsten Grafik. Das sind jetzt mal nur die Personalkosten. Hier haben wir die Sachkosten, Material etc. nicht drin, auch weil bis zu dieser Teuerung, die in diesem Jahr wirklich voll einschlägt, jetzt die Sachkosten im Verhältnis zu den Personalkosten jetzt nicht das Wesentliche waren. Aber Spital ist eine personalintensive Angelegenheit. Ohne Mitarbeitende kann man das nicht betreiben, es ist keine Fabrik. Und Sie sehen, wie sich diese Kosten weiterentwickelt haben. Sie sehen auch die Vollzeitstellen, die bei uns, also die Menschen, die bei uns angestellt sind, umgerechnet auf Vollzeitstellen. Für das Jahr 2021, da haben wir das sind noch provisorische Zahlen, aber die Entwicklung ist entsprechend. Also das heißt, weniger Geld, höhere Ausgaben. Und das führt dann am Schluss dazu, dass das Kantonsspital
sich eine doch recht namhafte Schuld angehäuft hat, weil jedes Jahr, indem dass wir mehr ausgeben, als wir einnehmen, und da sind auch die Investitionen mit gemeint, nicht nur die laufenden Kosten, machen wir Schulden beim Staat. Und diese Schuldensumme, das sehen Sie, die ist angestiegen. Sie sehen vielleicht am Anfang, denken Sie, ja, das ist, am Anfang waren wir noch gut, die ersten 2-3 Jahre, da hat man, wie gesagt, das wurde ausgeglichen, aber nur, weil der Kanton das Defizit vollkommen übernommen und auch abgeschrieben hat. Nachher hat er das nicht mehr gemacht und seitdem haben wir Schulden beim Staat Freiburg in der Höhe von knapp 200 Millionen Schweizer Franken, auf die wir Zinsen zahlen. Wenn wir dann noch anschauen, wie sich die Investitionssituation, wie das so aussieht, also Sie sehen, in diesem Jahr haben wir vor allem Investitionen geplant in die Instandhaltung von Gebäuden, also das ist die Heizung, die man machen muss, die Dächer, die Rinnen, also das ist wirklich keine Neubauten, das sind nicht Innovationsgeschichten, sondern das ist einfach nur das Instandhalten, und der grüne Teil ist das gleiche für die Apparate. Wie gesagt, je mehr spezialisiert ein Spital ist, umso mehr Apparate sind in diesem Spital. Sie haben das vielleicht auch in dem Videoclip gesehen, da sieht man den Menschen von innen, man sieht alle Gefäße, man sieht alle Organe. Diese Apparate sind sehr teuer und die sind auch anfällig, also man muss wirklich die auch finanziell pflegen. Die Jahre 2023 und 2024, das sind projektierte Jahre, und Sie sehen auch hier, der allergrößte Teil geht für den blauen oder grünen Bereich drauf. Gelb wäre Investitionen in beispielsweise Gesundheitszentren, Neubauten, also Innovation, auch IT, aber das ist alles, steht im Moment auf dünnem Eis, weil, wie gesagt, unsere finanzielle Situation, wie bekannt, eher prekär ist. Wie gesagt, von Beginn weg hat das HFR eigentlich keine gute finanzielle Ausgangslage gehabt. Das neue Spitalfinanzierungssystem, das Professor Karel Ihnen vorgestellt hat, das gibt es seit 10 Jahren. Aber im Kanton Freiburg wurde das, ich kann es jetzt aus dem Kanton Bern kommend, sage ich das so, ein bisschen verschlafen. Die Berner Spitäler mussten viel früher umstellen auf Effizienz, auf schauen, dass sie sich auch selber refinanzieren können aus den Mitteln, die sie einnehmen durch die Behandlung von Patientinnen und Patienten. Das hat man beim Freiburger Spital nicht so gemacht. Man hat ihm auch keine Fonds mitgegeben, keine Mittel gegeben, um auch diese Investitionen dann tätigen zu können. Also das musste quasi aus dem laufenden Betrieb dann heraus finanziert werden, und das ging natürlich nicht. Der Kanton hat auch die Immobilien, die das HFR bekommen hat, dem HFR nachher angerechnet. Also wir haben eine Immobilienlast gegenüber dem Kanton. Ich habe das schon erwähnt, wir bezahlen rund 16 Millionen oder haben rund 16 Millionen Franken Zinsen bezahlt quasi auf unseren Konto Korrent. Und also das ist für die Jahre, also 12 und 21. Wie gesagt, Kosten steigen, mittlerweile auch die Sachkosten, und wir können in der jetzigen Lage eigentlich unser Spital nicht finanzieren, keine Investitionen tätigen in die Zukunft, knapp den laufenden Betrieb decken. Das ist natürlich eigentlich ein No-Go, vor allem für mich als Verwaltungsratspräsidentin. Wir haben auch eine Anforderung, wir haben ein Gesetz, in dem steht, dass das Kantonsspital über einen bestimmten Prozentsatz keine Defizite erwirtschaften kann. Wir sind längstens über diesen Prozentsatz, und der Verwaltungsrat ist dann aufgefordert, vom Gesetz her Maßnahmen zu ergreifen, um die finanzielle Situation zu verbessern. Jetzt, was haben wir für Maßnahmen vorgesehen? Da gebe ich das Wort gerade wieder zurück. Merci. Donc, il y a dans l'amélioration qu'on peut faire sur notre efficience, en dehors du fait qu'on n'a pas de moyens d'investissement, comme vous avez vu. Je ne sais pas si vous a choqué, mais on a payé presque 16 millions d'intérêts à l'État sur le compte de l'État, donc ça fait quand même
assez spécial, mais en gros, qu'est-ce qui est vraiment dans nos mains, c'est de faire que le chemin du patient soit le plus efficace possible. Souvent, on est jugé à la durée moyenne de séjour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on vous a expliqué tout au début, qu'il y a si vous venez pour prothèse de hanche, c'est tant de jours. Donc, est-ce qu'on arrive à être dans ces temps de jours sans, bien sûr, que la qualité en soit prétéritée? D'ailleurs, juste pour dire, il y a une règle aussi, c'est que si la personne, on la fait partir trop vite puis qu'elle revient dans les 21 jours, c'est pour nous. Hein, au moins, il y a une protection contre des abus que certains hôpitaux pourraient avoir. Donc, quand même, mais par contre, on peut très bien être mieux organisé. Par exemple, si vous êtes à l'hôpital, vous devez attendre pour une radio puis qu'il faut 3 jours pour avoir une radio, ça, c'est notre responsabilité. Donc, on va travailler sur cette durée moyenne de séjour. Et ça, c'est vraiment quelque chose où c'est un indicateur qu'on peut voir entre hôpitaux, à savoir qu'est-ce qu'on veut obtenir. Alors aujourd'hui, on est plutôt en fin de classement et on aimerait dans les prochaines années vraiment être mieux classé sur cette durée moyenne de séjour. Là, peut-être aussi, il faut juste savoir qu'il y a certains services, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais la gynécologie, même la pédiatrie, on est dans les tout bons, on va dire ça comme ça. Donc il y a des endroits où ça se passe très bien, puis d'autres moins bien. Alors en gériatrie, on est moins bon, en médecine, on est moins bon, mais il y a aussi une autre problématique, et ça, on doit discuter avec le canton, c'est qu'est-ce qui se passe en amont et qu'est-ce qui se passe après en aval. C'est-à-dire, si les gens doivent avoir une place dans un home. Aujourd'hui, ces derniers temps, ça a été dans la presse, on a eu jusqu'à 30 patients qui sont là, et puis qui attendent d'aller dans un home, et puis il n'y a pas de place. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas les sortir forcément, donc on les garde. Donc, ça aussi un peu avoir un effet sur notre activité. Et puis, on va vraiment se concentrer sur l'efficience et le flux patient pour que tout soit bien organisé et que vous ayez les informations avant votre hospitalisation, pendant votre hospitalisation et bien sûr, que vous soyez rassurés sur la suite de ce qui va vous arriver. Ça, c'est un travail qui est dans nos mains, qu'on va faire, qu'on est en train de faire déjà. Et puis, en plus, il y aura des experts qui vont venir nous aider sur certains aspects à travailler. Voilà un petit peu, en gros, parce que j'aimerais aussi qu'on ait le temps pour poser des questions. Et puis, je laisserai le mot de la fin à Madame... non, ça, c'était encore à moi, pardon. Donc, en fait, ce qui a été aussi dit par Madame Muller, c'est qu'on doit vraiment aussi sortir de nos chiffres rouges. On doit essayer de trouver des solutions. Le plan financier pluriannuel, c'est d'avoir une vision quand même sur plus qu'une année, mais sur 4 ans, de qu'est-ce qui nous attend. Donc ça sera présenté au Conseil d'État. Malheureusement, les efforts qu'on est en train de faire, et on a de meilleurs résultats dans les recettes, mais on a tout d'un coup cette crise d'énergie et cette crise du matériel qui nous arrive en même temps. Alors, je ne veux pas me plaindre parce que les autres sociétés l'ont aussi, mais quand même, c'est vraiment dommage parce que un peu un vent positif, ça aurait été bon. Et puis, la question du nouvel hôpital ou d'autres gros investissements où on n'a pas du tout les moyens aujourd'hui, ça doit être aussi discuté avec l'État.